Le crime du siècle, c'est le premier tome d'une trilogie à venir sur la tragédie aérienne de Saute au cochon. Et aujourd'hui, j'en discute avec l'auteur, Éric Veillette. Monsieur Veillette, bonjour. Bonjour. Parlez-moi de cet ouvrage-là. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire une série de livres sur cette tragédie-là qui s'est déroulée sur la côte de Beaupré? Ce qui m'a donné le goût, évidemment, c'est un crime. Moi, je me suis attaqué déjà à plusieurs autres dossiers par le passé aussi. Celui-là, ça faisait déjà depuis 2014, en fait, là, que j'ai consulté, j'ai commencé à consulter puis à colliger l'information. Quand je dis consulter, c'est les dossiers judiciaires là, aux Archives nationales du Québec. Mais c'était énorme comme dossier. C'était 5 boîtes d'archives. Au total, c'est environ 7000 pages de transcription sténographique. C'est pour ça que ça a pris quand même un certain temps, parce que je voulais tout réviser. Donc, pourquoi? C'est parce que c'est un crime unique, vraiment. Ça ne s'est pas répété là, depuis. C'était le premier attentat aérien en Amérique du Nord et ça ne s'est pas répété depuis sur le territoire du Québec. Le premier tome s'appelle Le crime du siècle. Qu'est-ce qu'on propose spécifiquement là, comme approche au lecteur? Comme approche, ma première intention, moi, quand je me suis attaqué au dossier, c'est évidemment d'en faire un seul livre. Et puis, plus j'avançais, il y a eu 3 procès dans cette affaire-là. Donc, la raison pour laquelle ça va donner une trilogie, c'est parce que les 3 procès, même si c'est le même crime à l'origine, les 3 procès sont quand même différents parce que les motivations des 3 personnes accusées dans ça sont différentes. Donc, le premier tome, ça se concentre sur le procès de Albert Gay. C'est lui, à l'origine, c'est parce qu'il voulait se débarrasser de sa femme parce qu'il y avait une jeune maîtresse. Voilà, ça tourne surtout autour de lui. Donc, on raconte le crime du siècle. Dans les 2 autres tomes, on va se concentrer plus sur les résultats des procès, tout ça. Donc, voilà, c'est lui, à l'origine, il voulait tuer sa femme, mais mes conclusions qui vont arriver dans le 3e tome, là, je suis en réflexion encore un peu, mais ça se précise quand même, là. C'est que c'est lui qui voulait se débarrasser de sa femme. Il a tenté par d'autres moyens avant ça, mais l'idée de l'explosion de l'avion serait peut-être apparue là, avec ces 2 complices. Donc, vous avez voulu faire la lumière sur les événements qui sont survenus le 8 septembre 1949. Vous l'avez effleuré rapidement, là, mais pouvez-vous élaborer un petit peu sur votre méthode de travail? Parce que vous l'avez souligné, là, ça a quand même été complexe là, à réaliser comme ouvrage. Là. Oui, ma méthode de travail, dans le fond, s'inspire beaucoup de feu Maître Clément Fortin, qui est décédé l'année dernière, juste avant l'apparition de la COVID, qui m'a quand même guidé dans mes recherches au début et tout ça. Ça consiste, dans le fond, à présenter au lecteur le procès. Il y a un inconvénient à ça, je m'en cache pas, c'est que des fois, il y a des longueurs, mais le lecteur qui veut vraiment approfondir et y aller de façon exhaustive, c'est le moyen le plus idéal, au fond. C'est que je présente les témoignages, donc les dialogues ou les interrogatoires, si on veut, avec les procureurs, c'est vraiment ce qui apparaît dans le dossier judiciaire là, qui représente encore aujourd'hui de la preuve légale. Donc, les conversations, moi, je change le moins possible les mots, les expressions, parce que ça fait partie de la personnalité aussi des témoins. Donc, le lecteur peut forger sa propre opinion rendue à la fin. Donc, mon opinion à moi là-dedans, on s'en moque un peu, là, si on veut. Là. Il y a certaines conclusions quand même, parce que quand on passe des années à étudier ça, on constate des choses. Donc, dans les conclusions, je vais parler de mes conclusions à moi et tout ça. Mais ça reste que moi, je veux laisser la chance au lecteur de se faire sa propre opinion, comme s'il faisait partie, comme si le lecteur faisait partie du jury, finalement. Et ces éléments-là, est-ce qu'ils sont publics? Est-ce que c'est un processus légal que vous avez entrepris, que tout le monde pourrait faire si on est persévérant, là, je comprends? Là? Oui, c'est ouvert à tous parce qu'à la base, le procès pour homicide, le procès criminel, au fond, sauf quelques exceptions, là, est public. Donc, tout le monde peut y assister. Si un procès actuellement se déroule, normalement, les gens peuvent y assister. Sauf que il y a très peu de gens qui ont l'occasion d'y assister, parce que même moi, là, je voudrais des fois aller assister à un tel procès, mais je travaille. Hein, fait que on a tous nos occupations, tout ça. Mais les archives, à cette époque-là, c'était tout transcrit sur papier. Donc, ça dort dans les archives. C'est des façons... c'est ce qu'il y a de plus exhaustif et dans ça.
Donc, oui, c'est public, mais on s'entend qu'il y a très peu de gens aussi qui vont s'attaquer à 7000 pages de procès pour en avoir une idée. Là. Fait qu'il y a juste moi qui est assez fou pour, pour avoir cette passion-là, comme on dit. Mais ma question plus spécifique, avez-vous besoin de certaines autorisations? Parce qu'il doit y avoir quand même un dossier là, qui existe à la Sûreté du Québec en lien avec cette tragédie-là? Non, le dossier du procès, il est complètement public. Ça, il n'y a aucun problème. Le dossier de police, par contre, selon les archives au Québec, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est bloqué pendant 100 ans. Donc, on va y avoir probablement accès seulement en 2049 ou 2050 à peu près. Mais ça contient évidemment tout ce que les enquêteurs ont récolté durant l'enquête, mais il y a une partie de ce dossier-là qui finit par apparaître, qui sert de preuve au procès, dans le fond. Donc, la preuve essentielle, selon chaque accusé, bien, on finit par en savoir ce qui sert vraiment d'essentiel pour dresser le tableau. Parce que, bon, Albert Gay, je veux dire, les trois accusés dans l'affaire de Sauto-Cochon avaient chacun leur implication. Donc, ce qui était délicat, c'est que même Mme Pitre et Généreux Ruel, celui qui a fabriqué la bombe, ils ont témoigné au procès d'Albert Gay pour la couronne, mais ils n'étaient pas encore accusés à ce moment-là du crime. Fait que les procureurs devaient être très délicats là, dans leurs questions. Puis de nature personnelle, qu'est-ce qui vous a frappé le plus là, dans ce dossier-là? On comprend que c'est un dossier complexe, là, mais est-ce qu'il y a des éléments que vous avez appris? Oui, parce que c'est sûr que les grandes lignes, on les connaît. Je veux dire, il y a eu le film Le crime d'Henri de Plat. Fait que souvent, la question m'est demandée, bien, pourquoi vous vous êtes attaqué à ça? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? C'est vraiment dans le détail. Les personnages, on les connaît assez peu, même très mal. Comme dans mon introduction du tome 1, là, on constate d'ailleurs que dans les années 90, il y a eu la série des grands procès qui a eu un épisode sur Sauto-Cochon, mais on s'est attaqué seulement au procès de Mme Pitre, puis on en a dressé un portrait qui était vraiment, comment je dirais ça, très, très, très flatté. Mme Pitt en ressortait comme une innocente et la preuve, c'est qu'à la fin de l'émission, à cette époque-là, on faisait un sondage téléphonique puis 93% des téléspectateurs ont voté en faveur du fait que Mme Pitt était innocente. Mais dans la trilogie, on va découvrir la vraie Mme Pitt, là, qui est complètement différente. Donc voilà, on apprend vraiment le caractère des personnages. Comme dans le tome 1, Albert Gay, c'était quelqu'un de manipulateur, narcissique. C'est un peu même à l'image, je dirais, parce qu'à l'origine, lui, il voulait juste se débarrasser de sa femme. Le moyen particulier est arrivé plus tard. Donc, c'est un homicide domestique, comme on dit, ou le féminicide, comme on parle depuis le début de l'année. C'est ça, c'est un pervers narcissique, là, manipulateur. On le comprend surtout par le témoignage de sa jeune maîtresse qui a été vraiment manipulée et contrôlée par lui. Puis si on se ramène là, dans les années 40, 50, quelle était l'ampleur de l'événement à l'époque, dans le contexte aussi de la guerre froide et tout? Est-ce qu'on avait peur que ce soit un attentat terroriste perpétré par l'État communiste? Ben moi, j'ai pas vu ça dans le dossier, j'ai pas vu de tendance à ça, sauf que ça a attiré l'attention de journalistes à travers le monde. Il a fallu faire de la place dans le Palais de justice de Québec là, pour les journalistes, puis même on les a accommodés là, avec des lignes téléphoniques, par exemple, là, pour qu'ils puissent communiquer avec leur journal et tout ça. J'ai pas vu, parce que rapidement, dans l'affaire de Sauto-Cochon, les premiers témoins, il y a certains témoins qui l'ont vu exploser l'avion en plein vol. Puis elle a continué son chemin jusqu'à temps qu'elle atterrisse ou qu'elle s'écrase dans la forêt de Sauto-Cochon. Déjà, il y avait les premiers témoins, il y en a qui travaillaient avec la dynamite, puis ils ont reconnu certains indices, dont l'odeur, les premières personnes arrivées sur les lieux. Il y en a qui ont reconnu l'odeur particulière de dynamite, que je ne peux pas vous décrire, là, mais selon les témoins, c'est ça qui est arrivé. Donc, on a eu, malgré le fait qu'il y a une explosion, on pense que des fois c'est difficile à résoudre. Les policiers ont été quand même sur la piste assez rapidement là, des trois suspects. Fait que, je ne pense pas qu'il y a eu d'autres théories vraiment élaborées, en tout cas au niveau de l'enquête policière. Parce que professionnellement, vous êtes technicien en documentation et chercheur spécialisé dans la révision et l'analyse de dossiers.
Dans votre travail, les témoignages entendus à l'époque, est-ce que c'est quelque chose qui prend une place prédominante? Oui, parce que même si un témoin ment, par exemple, sous serment, on finit par s'en rendre compte, et ça va être le cas d'ailleurs dans Saute au cochon. C'est vraiment, comment je pourrais dire ça? J'ai toujours de la difficulté à résumer la méthodologie ou la façon, mais c'est la façon la plus réelle. Si je prends un exemple, mettons, d'un fait historique comme Jacques Cartier, l'arrivée de Jacques Cartier, par exemple, ben, c'est difficile à documenter parce qu'on a très peu de choses. On prend pour acquis qu'il s'est passé à peu près ça, tout ça. Mais l'avantage qu'on a avec un procès criminel, c'est qu'on a le verbatim, on a tout ce qui s'est dit de minute en minute, donc c'est plus facile. Ça ne donne pas à 100%, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui détient la vérité, loin de là, mais c'est la façon qu'on peut s'en rapprocher le plus. C'est vraiment, parce que dans les journaux, je ne blâme pas les médias, évidemment, mais les journaux à l'époque résumaient, avaient peut-être tant de mots à dire dans le journal, parce que c'était surtout les journaux en 1949 et 1950, à l'époque des procès. Donc, il fallait qu'il les résume et tout ça. Donc, là, on a vraiment accès à tout. Et puis aussi le fait que même les auteurs, par la suite aussi, là, il y en a qui ont écrit quelques-uns qui ont écrit là-dessus, se sont très peu intéressés. Le procès d'Albert Gay, le premier, évidemment, ça l'effet de nouveauté. C'est très attirant. Après ça, le procès de Généreux-Ruet, le deuxième, est un peu plus monotone, si on peut dire. Mais c'est là aussi qu'on découvre d'autres aspects qui ne sont peut-être pas ressortis à cause de ça, parce qu'on s'est moins intéressé à l'époque au deuxième procès. Donc, il y a les faits, puis il y a la façon aussi dont les gens l'ont vécu. Et là, il y a 2 autres tomes qui s'en viennent. Êtes-vous bien avancé, justement, dans l'écriture des tomes numéro 2 et numéro 3? Oui, le tome 2 est déjà prêt, mais j'attends. Je vais probablement laisser 1 an entre chaque tome. Puis le tome 3 qui concerne le procès de Mme Pitre, qui, bon, je révèle une partie de mon punch en disant ça, mais ça a été la dernière femme pendue dans l'histoire du Canada. Est pratiquement complétée, là, je dirais, à 90-95%. Donc, c'est pour ça, des fois, je peux aborder un petit peu mes conclusions et tout ça. Fait que, c'est ça, c'est pas mal complété. Et allez-vous procéder à un lancement virtuel, là, dans le contexte où vous ne pouvez pas le faire en présentiel? Oui, c'est ça. Le lancement va se faire le 22 avril, donc la semaine prochaine, à 19h sur ma chaîne YouTube. Donc, on peut y avoir accès là, par mon blog, ericveillette.ca. Voilà, c'est ça. C'est préenregistré, mais par contre, je résume un peu la cause. Je remercie les personnes que je dois remercier parce que j'ai eu un gros coup de pouce, le côté visuel pour les photos là-dessus. La Sûreté du Québec a accepté que je publie, là, parce que pendant les 3 procès, en fait, celui qui a fabriqué la bombe, M. Ruet, a refabriqué la bombe, si on veut, là, les pièces. Donc, ces pièces-là ont été conservées, ont servi pendant le procès pour expliquer au jury comment que la bombe fonctionnait. Et puis, ces pièces-là ont été conservées à Montréal, au bureau de la rue Partenay, là, de la Sûreté du Québec. Et puis, ils ont accepté, ils ont été très gentils. Écoutez, je leur lève mon chapeau, là. Ils ont accepté que je puisse publier les photos. Donc, dans le tome 1, j'ai publié une photo qui est plus en lien avec le procès d'Albert Gay. Une autre photo suivra qui va être plus en lien avec le procès de Généreux-Ruet, qui va avoir pour titre « L'arme du crime », parce que c'est lui, dans le fond, qui a fabriqué l'arme sur mesure. Et le 3e tome, ça va être Mme Pitt, évidemment. Il va s'intituler « Le témoignage qui tue ». Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça va être la seule dans les 3 qui va témoigner lors de son propre procès. Donc, on va apprendre à mieux la connaître. Et puis, c'est ça. Elle, c'est principalement elle a transporté, elle a acheté et transporté la dynamite là, qui a servi pour la bombe. Pour les gens là, qui sont intéressés par cette histoire qui s'est passée à côté de chez nous, là, tout près du Cap Tourmente, là, comment on peut se procurer le livre? Il est en librairie depuis hier, officiellement. Sinon, j'invite les lecteurs, les lectrices à contacter l'entrepôtdulivre.com. Ça, c'est le site de mon éditeur, ou soit les éditions de l'Apothéose, tout simplement. Mais vous pouvez le commander auprès de votre libraire. C'est sûr qu'il va être capable de vous en avoir une copie. Bien, merci beaucoup, M. Veillette. C'est vraiment fascinant, votre métier, hein, de reproduire vraiment toutes les archives de l'époque, de faire l'analyse des dossiers. Vous faites votre propre petite enquête en résumé? Oui.
Ouais, c'est le fun. Ben, je manque de temps parce que sinon, j'aimerais ça, évidemment, faire tous les procès puis avoir un de mes rêves. J'ai parti un projet, là, bon, lors de mon retour aux études, là, qui serait d'indexer tous les dossiers criminels à travers la province dans les archives nationales. Mais bon, tout seul, c'est impossible. Là. Il y a des kilomètres et des kilomètres linéaires d'archives judiciaires dans les voûtes de BANQ, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors, il y en aurait pour des années. Là. Mais à ma retraite, là, je me prépare à continuer dans cette avenue-là. Là. Mais on comprend que c'est quand même une tâche colossale que vous avez accomplie. En terminant, est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier pour la réalisation de ce projet-là? Oui, évidemment, tous les techniciens et techniciennes de BANQ qui sont formidables. Et dans le cas de Sautocochon, je suis même allé compléter le dossier à Ottawa, donc Bibliothèque et Archives du Canada à Ottawa. Ils sont fantastiques. On est toujours bien accueillis là-bas, puis ils sont contents, je pense, d'avoir des chercheurs. Je remercie aussi Dominique Lalande, là, mon agente de communication. Et puis, évidemment, l'équipe de Sylvain Vallière, les éditions de l'Apothéose. Ça fait des années que je publie avec lui, puis toujours très satisfait. Ben, j'ai très hâte de lire ça, M. Veillette. Merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Ben, merci à vous. Bonne journée.